Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Euh, non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. On répond juste à notre sœur et amie combattante qui avait des inquiétudes là, donc il fallait vite répondre pour qu'on comprenne. Parce que ça fait un débat un peu la situation qui se pose. Donc il n'y a pas feu. Il n'y a pas feu. Il n'y a pas feu. Mais c'est quand même bizarre, notre pays. On se dit être patriote, on se dit avoir eu le soutien du président de la République, M. Paul Biya. Mais curieusement, on est plus sollicité par les pays voisins et où on nous nomme ambassadeur itinérant. Mais c'est quand même très original ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, on veut savoir. On est celui qui appelle même à la jeunesse de soutenir et de voter le président de la République. Mais curieusement, c'est les autres pays qui reconnaissent notre talent, qui nous sollicitent pour qu'on puisse les aider et ils nomment ambassadeur itinérant. Mais c'est grave, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais en tout cas, c'est des questions auxquelles un jour on va s'attarder à répondre. On va peut-être réfléchir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'avance pas. Mais peut-être c'est en fonction du deal qui s'est produit. Parce que lorsqu'on savait, on sait très bien le deal qu'il y a eu. Parce que la même star qui, lui, parce que sur le plan comportemental, vraiment, c'est pas quelqu'un vraiment d'appréciable, hein, ça c'est clair. On peut être très d'accord avec son talent, on peut être très d'accord sur sa réussite, sur sa carrière footballistique, etc. Ça, on n'en veut pas, on peut pas faire de procès à ce niveau-là. Mais sur le plan comportemental, puisque nous estimons que les gens, certains, estimaient que c'est un modèle, c'est un exemple de réussite sur le plan footballistique, bon, qui incarnait aussi, par ailleurs, qui devait incarner certaines valeurs. Mais on a vu que sur le plan comportemental, vraiment, c'est rien du tout, c'est vraiment un légume, il n'a rien, etc. Il a été vomi par la multitude des Camerounais, parce que les Camerounais aujourd'hui, il ne suffit pas juste, en fait, pas seulement les Camerounais, mais nous sommes dans une ère où il ne faudrait juste pas suivre un homme parce qu'il a eu une réussite, mais sa réussite doit aussi être portée par certaines valeurs. Mais curieusement, nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés de comprendre que la société dépersonnalise de plus en plus des gens pour les fabriquer autres que nous ne comprenons pas aujourd'hui. En fait, pour être respecté au Cameroun et peut-être partout en Afrique, qui est une réalité, il faut être dépersonnalisé. Vous voyez un peu, pour avoir une certaine approbation, pour être salué, des choses, etc. C'est pour ça que nous nous battons, pour que nous puissions restaurer une société des valeurs, que des gens compétents, qui ont des valeurs, puissent être vraiment au centre, ou bien dans le modèle même, doit être ce modèle-là pour bâtir ou bien pour édifier une société de valeurs. Et pour cela, le choix des hommes, c'est très important dans cette démarche-là. Mais curieusement, moi, je m'interpelle donc de savoir, celui qui a donc soutenu le régime, qui a apporté tout son soutien, demandant aux jeunes de voter pour le président de la République, et c'est un parent, c'est un papa, il lui a tout donné. Mais son père ne lui a donné bon, cette robe-up, ce robe-up électoral, on ne l'a pas nommé, il n'a rien eu, il a fait tous les deals qui ont glissé bizarrement avec son père. Ils ont bluffé les Camerounais, ils ont menti les Camerounais, et comme si ça ne va pas, ils oublient complètement qu'ils sont Camerounais, ils s'en vont être nommés dans d'autres pays, valorisés dans d'autres pays. Vraiment, ça m'amuse, ça m'amuse. Mais j'espère que la multitude des Camerounais comprendront véritablement le sens de notre combat. Quand on l'a dit, nous on ne se laisse pas dans des invectives ou bien des injures. On les expose juste face à leurs contradictions, par respect pour leur personne. Et c'est aussi ça le débat. Voilà. Il est libre, hein, nous n'obligeons pas, il est libre de soutenir qui il veut, il est libre de faire son choix. Mais le problème, c'est que moi, je suis persuadé et je suis sûr que la multitude de ces gens qui estiment soutenir le régime en place sont embarrassés, n'ont pas la conscience pure. Ils ne dorment pas. Mais il y a des deals, il y a des trucs bizarroïdes qui les amènent aujourd'hui de soutenir ce régime-là parce que c'est des personnes aujourd'hui qui se sont qui se sont compromis et qui n'arrivent plus à se défaire
hein, avec cette compromission, parce qu'on les tient. Parce que je tiens à vous rappeler que lorsque vous vous rapprochez de M. Biya, ce qu'il se rassure, c'est d'avoir vos casseroles en sa possession. Parce que le jour où vous devez faire le chantage, il balance cela et il vous contrecarre. Et c'est ça, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui ont peur, qui ne pourront jamais, même si on appelle à toute la mobilisation, même si c'est Dieu qui descend sur terre, ils ne pourront jamais soutenir le combat du peuple parce qu'ils sont compromis. Ils sont tenus, ils ne peuvent rien. Donc ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça, et c'est comme ça que le régime avance tranquillement. Mais ce qui est important, c'est que dans ce climat, dans ce contexte politique, notamment délicat pour le cas du Cameroun, il y a toujours les hommes qui essaient de se marquer par une véritable différence. Et c'est ça que ça nous donne chaque jour la force et le courage de continuer le travail de communication, de continuer ce travail de conscientisation et de sensibilisation et d'éducation de masse. Parce que finalement, sans la pédagogie, on ne peut rien comprendre pour ce qui fonctionne. Et la pédagogie, tant sur les réseaux sociaux, a démontré aujourd'hui comment nous avions mis en difficulté ce régime. Ils ne peuvent plus rien dire. Nous assistons aujourd'hui chaque jour. Les Camerounais sont renseignés du fonctionnement de ce régime pendant 38 ans. Chaque jour, vous aviez des gens qui travaillent pour exposer les tares et les avatars de ce régime en face de vous. Et les Camerounais comprennent que vraiment, ils étaient dans un abîme, ils étaient enfermés, ils étaient dans cet obscurantisme. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. Et ça nous réjouit. Ce petit direct ce matin parce qu'il était important d'éclairer davantage la lanterne. J'ai été interpellé par une combattante, peut-être sera abonnée, j'espère bien, hein, qu'elle est présente. Astrid Koudla, qui est en fait une combattante très déterminée aussi, qui nous apporte son soutien de temps en temps, mais qui élève des inquiétudes. Parce que hier, j'ai fait une analyse sur la question du Nigeria, et elle m'a répondu aujourd'hui, elle m'a interpellé, elle me dit, mais Stéphane, c'est vrai, tu as analysé sur le Nigeria, mais est-ce que tu ne penses pas que ce qui se passe au Nigeria actuellement n'est pas une volonté de la France de mettre en difficulté le Nigeria, parce que le Nigeria a été opposé au projet de l'ECO, ce projet porté par cette girouette politique qui est Alassane Ouattara, accompagné avec Macron, qui voulait imposer les autres pays de la sous-région pour le faire. Mais je tiens à rappeler que le projet de l'ECO, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez le rapport d'Hubert Védrine, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères sur Hollande. Vous aviez, non, sur Hollande, je crois, oui, sur Hollande. Vous aviez, c'est un socialiste, oui. Vous aviez Lionel Zinsou, qui est ce franco-béninois dont on avait mis dans une corbeille pour qu'il soit ramené au Bénin pour qu'il soit président de la République. Mais heureusement que les Africains ont balayé ce projet. Et vous avez Thiam, l'Ivoirien qui veut être président, qui avait pondu ce rapport. Et dans ce rapport, ils expliquent, parce que après la guerre de la Libye et la Côte d'Ivoire, il était expliqué dans ce rapport que le sentiment anti-français est en train d'être développé dans la sous-région, qu'il y a donc urgence de repenser cela. Et c'est porté par des médias locaux qui de plus en plus amplifient ce sentiment anti-français. Et subitement, on a vu des opportunistes présidents qui se sont directement revendiqués du panafricanisme que portait le président, le colonel Mohamed Kadhafi, qui disait continuer à pérenniser ce combat. Alors qu'aujourd'hui, les données que nous avons nous prouvent que c'était des véritables opportunistes qui voulaient surfer juste sur la tendance, en fait, sur la démarche sur l'idéal panafricaniste pour narguer le peuple et créer un moyen de chantage à la France afin de se maintenir au pouvoir. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Et nous avons donc été très réticents par rapport aux interférences ou bien aux ingérences de cette puissance, surtout de la France dans nos États, pour empêcher qu'on ne puisse continuer ce processus de oh là là, ça m'échappe. De nos États, de nos contrées, dont nous avons mis ça en debout. Alors elle s'inquiétait, elle me disait, mais elle estime aujourd'hui que la situation du Nigeria, ce qui se passe au Nigeria, est une volonté peut-être de la France qui veut mettre en difficulté le régime du Nigeria et
imposer un nouveau leadership. Parce que le fonctionnement des puissances telles que la France est toujours garanti à la tête de nos États des supplétifs qui seront en odeur de sainteté avec eux. Le jour que vous n'êtes pas en odeur de sainteté, on vous organise soit une rébellion de l'intérieur, soit une manifestation pour vous mettre en difficulté. Ça, c'est vrai, c'est théorie. Mais je veux rassurer, j'insiste davantage et je vais rassurer la communauté africaine et même les Camerounais de dire que la situation du Nigeria n'est pas pareille. Elle est très différente. Donc il faut vraiment l'analyser. Il faut vraiment comprendre la profondeur de cette politique-là. Et d'ailleurs, je l'ai répondu, je lui ai dit clairement que la France n'a aucun intérêt. Aujourd'hui là, la France n'a pas d'intérêt pour qu'on puisse renverser le régime de Boari. Je vais vous le démontrer. Parce qu'aujourd'hui, les relations entre la France et le Nigeria sont en de très bons termes que par le passé ou bien les régimes précédents. La France aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec le Nigeria, sont dans de très bons termes. Donc la France n'aura aucun intérêt à voir le régime de Boari être déstabilisé. Maintenant, si elle fait une déclaration, qui est une déclaration en fait qui est sur le plan principiel, c'est normal, sur la diplomatie, de dénoncer les massacres, etc., comme ministère des Affaires étrangères, c'est normal. Ça, c'est politiquement correct. Mais ça ne changera jamais de la stratégie de la France de pouvoir demander ou bien d'approuver le départ de Boari. Alors, la situation au Nigeria, ce qu'il faut comprendre la situation au Nigeria, c'est que les Nigériens essayent aujourd'hui d'utiliser les contradictions internes qui existent depuis pour organiser la société et demander au départ de Boari. Et ces contradictions sont telles que vous avez une précarité généralisée de la jeunesse nigériane, qui est une jeunesse très éduquée d'ailleurs, c'est que peut-être beaucoup ne le savent pas. Mais vous avez une population dont 40% n'ont pas d'électricité, vivent dans une situation de précarité. Et je vous l'ai dit, au Nigeria, vous n'avez pas une société moyenne. Hein? Non, non, non. Au Nigeria, soit on est riche, soit on est pauvre. On est extrêmement riche ou bien extrêmement pauvre. Il n'y a pas de société moyenne aujourd'hui au Nigeria. Donc, c'est très difficile. Et la société est gangrénée par la corruption. Vous avez donc des riches qui imposent leur façon d'agir, qui est une frustration véritable pour les populations qui estiment qu'il faut de plus en plus, malgré toutes les ressources pétrolifères et gazières que nous avions, créer des structures sociales pour encadrer cette jeunesse, ce qui n'est pas fait. Donc, c'est pour ça que vous allez voir au Nigeria, la plupart des jeunes vont s'adonner soit à la musique, à la comédie, soit à la fémania, ce qu'on appelle d'habitude, quelqu'un me disait ça, il y a le tcha-tcha-tcha sur les réseaux sociaux, la frappe à Internet. Voilà ce qu'il confronte aujourd'hui la jeunesse nigérienne qui estime que pour devenir riche, il faut utiliser l'escroquerie pour se maintenir, pour devenir riche. Mais à un moment, ça frustre et ça embarrasse vraiment les Nigériens qui estiment que ce pouvoir, ce régime ne travaille pas véritablement pour mettre des structures qui répondront aux attentes du peuple nigérien. Et je tiens à vous rappeler que lorsque vous voyez dans cette vague de contestation de part dans le Nigeria, vous aviez sur le plan international les puissances qui ont réagi, même des hommes politiques, vous allez voir en Angleterre, ils ont réagi, que ce soit le monde du football, de la musique, mais aussi des hommes politiques anglais qui ont réagi. Vous allez voir aux États-Unis aussi beaucoup qui ont réagi. Mais la France a été très prudente. Si vous allez voir en France, vous allez voir que la France s'est limitée juste sur la diplomatie, mais pas plus. Or, elle a aussi ses intérêts au niveau du Nigeria. Donc, ça explique la posture. Et ce qu'il faut rappeler aux Africains, c'est que le monde est un monde. Les gens ont tendance à associer la démarche de certaines puissances à une démarche occidentale. Il faut souvent dissocier cela parce qu'aujourd'hui, les puissances estiment que aller de manière en ensemble pour attaquer ou bien pour dominer certaines de nos contrées ne pourra pas garantir la force des puissances individuellement. Donc, que ce soit les États-Unis, on l'a vu avec cette montée du bilatéralisme avec Trump, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, tous ont
une politique africaine définie par eux-mêmes. Et la France n'est pas en reste. Donc la France n'a plus une vision multilatéraliste envers les pays africains. Elle estime qu'il faut avoir une posture bilatéraliste. C'est-à-dire donc, de traiter directement avec chaque État pour garantir la puissance même de la France. C'est ce que font les États-Unis. Quand vous avez le document stratégie des États-Unis pour l'Afrique, vous vous rendez compte qu'un document bien pensé par les États-Unis, qui définit sa politique, qui n'est pas souvent dans la même démarche que la France. C'est pour ça que vous allez voir, pour le cas du Cameroun, la France et les États-Unis s'opposent sur certaines décisions politiques au niveau du Cameroun. Pour les États-Unis, quelle est la position des États-Unis? La position des États-Unis, ils estiment que, ça c'était depuis que Paul Biya devait permettre une alternance paisible au Cameroun, c'est-à-dire organiser une élection libre et transparente et laisser que le vainqueur, celui qui pourra être porté par le peuple, puisse gérer cela. Ça, c'est la vision des États-Unis. Et les États-Unis avaient décidé de ne pas interférer dans le processus électoral au Cameroun, d'aider même le Cameroun et l'accompagner. Pourquoi? Parce que dans le déploiement, dans la stratégie militaire ou bien dans la stratégie de la politique étrangère des États-Unis pour le cas du Cameroun, elle estime que le Cameroun, sur le plan géographique, a une position importante. Quand vous avez 455 kilomètres de littoral qui donne directement au golfe de Guinée, parce que le golfe de Guinée, c'est le véritable enjeu dans nos contrées-là. Donc, il faut avoir cette posture, cette position géographique très importante afin de déployer une politique sous-régionale. Et ça, donc, les États-Unis estiment que pour avoir ces garanties, il faut tranquillement permettre qu'il y ait une élection paisible au Cameroun. Comme ça, il y aura point de querelle, point de guerre, ou bien point de bataille. Parce que s'il y a une bataille, c'est toute la sous-région qui sera en difficulté. C'était ça la démarche des États-Unis. Or, par contre, la France, quelle est la posture de la France? Dans la posture de la France, il était donc question de si Paul Biya peut nous permettre d'exploiter la sous-région, d'avoir le contrôle sur toutes les richesses tranquillement et de contrôler les autres puissances, alors on ne doit pas l'embarrasser. On va laisser faire le jeu. Mais néanmoins, s'il y a une dynamique populaire qui se lève, alors nous allons noter. Ça, c'est la duplicité congénitale de la France. C'est ça son évolution. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas une vision occidentale aujourd'hui sur la politique définie en Afrique, mais c'est maintenant chaque puissance qui se prend en charge. Et ça, Trump l'a expliqué, l'a essayé, parce que depuis qu'il est là, lui, il a une posture bilatéraliste par rapport à nos contrées. Et les autres puissances aussi sont allées dans cette démarche. Donc, lorsque vous voyez les Allemands, ils ont une autre politique, une autre vision pour le Cameroun, pour le Nigeria. Vous voyez l'Angleterre, pareil, pour les États-Unis, en fonction des événements. Donc, que la France n'est pas derrière les mouvements d'humeur, au niveau du monde ne soutient pas, ou bien n'encadre pas, n'orchestre pas. Parce que les gens veulent justifier en disant que la France est derrière les mouvements d'humeur par rapport à l'éco. Non, 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 non. J'insiste encore, je dis non. Pourquoi? Parce que les questions de souveraineté au Nigeria n'émanent pas de la décision stratégique du président de la République. Il est assisté par des experts. Il y a des conservateurs nigériens qui définissent la politique d'autodétermination. Donc, ils se rassurent de la continuité de la politique d'autodétermination du Nigeria. Donc, Boeri ne peut jamais, sur les questions de souveraineté, livrer ou bien rétrocéder de manière contractuelle la souveraineté acquise par des batailles, par des luttes du Nigeria à une quelconque puissance. Et les Français sont très au courant par rapport à ça. C'est pour ça que le projet de l'éco, de cette nouvelle monnaie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Macron, vous savez très bien que c'est Macron qui réchauffe la diplomatie nigérienne et de la France, parce que Macron apparemment a dû travailler au Nigeria, a bien passé, donc il a vraiment ses entrées avec des hommes politiques, il les connaît très bien, il a réchauffé, il a vraiment ses entrées là-bas. Mais il sait très bien le patriotisme porté par le Nigeria. Donc dans ce deal, c'est pour ça que vous allez voir que dans la sortie, ou même dans la déclaration de la création de la nouvelle monnaie, l'éco, qu'est-ce que Macron fait? Il utilise Ouattara. Il consulte même
la déclaration du Nigeria et du Ghana. En fait, il veut mettre le Nigeria et le Ghana sur les faits. Or, vous avez vu que lorsque Macron et Ouattara ont fait cette déclaration de la nouvelle monnaie qui sera créée dans la sous-région, dans la CEDEAO en l'occurrence, vous avez vu que par après, le Nigeria, que ce soit le Ghana, on dit qu'ils ne se sentent pas concernés parce que cette décision n'ont pas pris au préalable leur exigence. Mais on était là dans une mafia politique, dans une escroquerie politique que et laisser la dotation. Mais les autres, parce qu'ils ont la pression de leur population, parce que je tiens à vous rappeler que être chef d'État au Nigeria ou au Ghana, c'est avoir la légitimité populaire. On a dépassé le stade des hop-dop électorales. Parce que peut-être eux, ils sortent d'une autre culture, la culture anglo-saxonne, qui pense les choses différemment, qui voit les choses autrement. Alors, la France donc devait utiliser subtilement ces avancées pour faire pousser à cette avancée. Le Nigeria s'est rétrogradé parce que la question de la monnaie, qui est une question liée à la souveraineté, ne peut pas être une décision unilatéraliste de Boaeri. Donc Boaeri a besoin de l'approbation, non seulement des élus, mais des lobbyistes nigériens. Tu as dans ces lobbyistes-là, vous avez des industriels, les hommes d'affaires, les hommes politiques, les génons, etc., etc., qui décident des orientations politiques dans ce pays. Donc c'est une question sensible. Et s'ils le faisaient, le Nigeria, les Nigériens devaient justement constater la trahison de Boaeri par rapport à cette question de souveraineté. Donc, ils ne pouvaient pas aller dans cette démarche-là. Donc, j'estime que cette question de l'écho, même si les Français, ils ne pouvaient pas, mais quand je l'ai dit, ces questions de l'écho, donc, ce n'est pas une justification valable pour dire qu'effectivement, la France est derrière les revendications, les contestations des Nigériens aujourd'hui, dans le but de pouvoir... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les intérêts des États, il y a des éléments sensibles. Il y a des éléments sensibles qu'il faut laisser à l'approbation, que la souveraineté puisse en décider. Il y a des éléments de souveraineté qu'il ne faut pas discuter, qu'on ne peut pas dealer, parce qu'elles sont très sensibles. Mais il y a maintenant d'autres éléments qu'on peut fermer les yeux et qu'on peut dealer tranquillement et qu'on n'a pas forcément besoin de l'approbation de toute la classe politique pour faire. Parce qu'en fait, elle ne met pas en danger l'état profond même du Nigeria. Pourquoi je le dis? En fait, quand je l'ai dit, c'est que la posture de la France avec le Nigeria, ils ont un autre deal. Et c'est ce que je voulais ressortir hier. Ils ont un autre deal. Mais ce deal ne touche pas directement les questions de souveraineté pour le Nigeria. C'est un autre deal. Et le deal, c'est quoi? C'est Macron qui a réchauffé cela. Le Nigeria, de par sa position géographique, vous savez qu'il est limitrophe entre les pays de la CEMAC et les pays de la CEDEAO. Et le Nigeria est présenté, et tous les experts, les politologues, les géopolitologues, etc., tous peuvent vous expliquer. Les experts vous disent que l'une des prochaines forces, l'une des puissances, en fait, en Afrique, le Nigeria, dans quelques années, sera compté parmi les puissances de l'Afrique dont il va falloir faire avec elle. Je vais raconter cette anecdote pour que vous essayiez de comprendre. En 2017, il y a une crise qui se pose au Cameroun sur la question du franc CFA et le débat sur la dévaluation qui de plus en plus embarrassait plusieurs parce que le débat sur la monnaie du franc CFA embarrasse beaucoup des États. Et je tiens à vous rappeler que les institutions de Bretton Woods ne sont que le bras armé des impérialistes dont ils utilisent pour véritablement essouffler nos États, nos contrées et imposer la politique néolibérale de ces États-là. Donc, nous, finalement, nous sommes conditionnés à le recevoir. Paul Biya, dans son deal d'être maintenu que la communauté internationale, parce que lui craint beaucoup plus la communauté internationale, donc c'est très important dans notre politique, même dans notre revendication, ou bien dans notre révolution,
de toujours se rassurer. On est cette communauté internationale contre parce qu'il a plus peur. Donc c'est pour ça que quand j'écoute des gens dire que Maurice Kamto, pourquoi il fait appel aux autres, il n'est pas souverain. Non, 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 non. C'est que Maurice Kamto, dans sa politique, sait très bien que ce qui effraie Paul Biya, c'est vraiment cette communauté internationale, parce qu'il était un élément de cette communauté internationale et il sait le système, le déploiement de cette communauté internationale lorsqu'elle veut se débarrasser de toute dictature. Donc il faut utiliser ces contradictions ou bien ces effets pour mettre en difficulté nos États. Alors qu'est-ce qui se passe? Paul Biya, dans sa même de pouvoir, parce que ce qui l'intéresse beaucoup plus son projet, c'est se maintenir, se fossiliser au pouvoir. Et dans sa politique, dans sa vision des choses, c'est que, en tant que despote, il aimerait mourir dans son cercueil, il aimerait mourir au pouvoir. Et lorsqu'il meurt du pouvoir, il aimerait être enterré étant dans un cercueil avec un sourire narquois en disant, avec un sourire narquois, quand j'ai eu les Camerounais, ils ne m'ont pas eu. Ça a toujours été sa volonté. Alors, mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le pouvoir. Parce que ce monsieur ne se voit pas sans le pouvoir sur terre. Donc, ce qui se passe donc, sachant qu'il y a une élection qui se prépare pour 2018, qui peut avoir un véritable challenge, et que la communauté internationale, en l'occurrence la France, ne le soutient pas, ça risque d'être très difficile parce que la France, non seulement elle a la diplomatie, mais elle contrôle les médias mainstream. Lorsque les médias mainstream se décident de faire une politique propagandiste, vous êtes en difficulté. Parce que la majorité des Africains sont suspendus au premier degré de ces informations, de ces médias mainstream. Et il y a beaucoup, peut-être aujourd'hui nous faisons un travail de désintoxication, de désinformation, pour faire comprendre que ils n'ont qu'un seul but, de déstabiliser notre État et imposer une vision des choses, selon eux. Alors ce qui se passe, il sait très bien, avec tous les moyens que peut avoir la diplomatie française, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pour 2018 avoir la France avec moi. Donc, qu'est-ce que Paul Biya décide? De sacrifier tous les leviers politiques qu'il peut avoir à sa position. Mais le plus important, c'est qu'on puisse le rassurer qu'il sera fossilisé au pouvoir. Et dans ce deal, on envoie dans les institutions de Bretton Woods la discussion du franc CFA et de la dévaluation. Vous avez Déby qui n'était pas très d'accord dans cette parce qu'il estimait qu'ils peuvent faire des propositions et faire avancer. Les Sassou, les Obiangema, etc. Dans des indiscrétions, Déby menaçait de ne pas se rendre à cette réunion. Et c'était cette dame-là, Christine Lagarde, qui devait venir par rapport à cette réunion. Les indiscrétions nous font savoir que Biya menaçait. Écoutez, si vous ne venez pas à cette réunion, ce que moi je vais faire, je suis prêt à fermer le marché avec vous et moi je traite directement avec le Nigeria. Parce que le Nigeria, je tiens à vous rappeler, c'est un vaste marché. Il y a quand même 70 millions de Nigériens. Donc c'est très important ce marché. Et c'est pour ça qu'on peut voir la fierté économique de ce pays-là. Parce que les Nigériens, lorsqu'ils produisent, ils comptent d'abord sur la masse populaire qu'ils ont. Sur les 70%, les 70% marché considérable. Et lui, il dit carrément, d'ailleurs, s'il ne venait pas pour cette discussion, pour ces avancées, ce que je fais, moi, je suis capable de fermer le marché avec vous et je me retourne vers le Nigeria. Voilà donc le moyen de chantage qui amène dans les autres, parce que ce sont des petits pays, et ils savent très bien que le Cameroun devient le grenier de la sous-région. Ils sont donc obligés de s'agreffer à la politique de Paul Biya. C'est pour ça que la question même, ou bien aujourd'hui, ou bien que ce soit Idriss Déby, il ne peut plus parler du franc CFA. Parce que il y a des réalités géopolitiques où Biya a obligé la plupart de ses présidents à se ranger du côté de la France. Donc, si vous entendez les gens crier ou bien jacasser sur les questions du panafricanisme, je tiens à vous rappeler, vous dire que c'est de l'escroquerie politique. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus. Parce que la preuve en est que récemment, c'est la France qui a aidé encore Déby à renverser les opposants, à tuer des opposants au Tchad. Ce que les gens ne diront pas. Alors que ce monsieur était très critique pour le franc CFA. Et lui, il le dit clair. Et Déby, il a dit, peut-être les gens ne l'ont pas bien suivi, qu'il n'est plus prêt à s'engager dans des sacrifices lorsqu'il saura qu'il va perdre son pouvoir. Donc, le gars a capitulé. Il n'est plus dans cette guerre. Or, le Nigeria, donc, qui commence à se construire comme un géant africain,
qui risque d'avoir des velléités indépendantistes comme la Libye. Parce que ce que vous ne saviez pas, il y a quand même un embryon d'industrie au Nigeria. Je parle parce que j'ai été au Nigeria. Au Nigeria, il n'y a pas la friperie, ça n'existe pas au Nigeria. À ça, le Nigeria, la friperie n'existe pas. On fabrique localement. Le Nigeria nourrit sa population. Il y a une YouTube là, il y a les spaghettis qui font Indomie. Ils appellent ça Indomie. Les Chinois utilisent beaucoup ça. C'est fabriqué par le Nigeria. Moi, j'ai vu des tomates transformées. C'est au Nigeria qu'on les fabrique. Les chaussures, les sandales, moi j'ai vu. Donc le Nigeria peut vivre sans l'aide extérieure. Ils ont développé cette culture. Il y a des médicaments qui sont fabriqués quand vous êtes malade. Moi, j'y suis allé dans les pharmacies là-bas. C'était une fabrication purement nigérienne. Les biochimistes travaillent, ils mettent des produits. Au Cameroun, vous avez vu ces produits, vous avez consommé ces produits par le passé. Fabriqués par le Nigeria. C'est une société fière d'elle. Vous n'allez pas voir de friperie. Et lorsque vous voyez au Nigeria une multinationale être installée, il y a un décret qui a été voté. Le décret, ils appellent ça le décret d'indinisation. D'indinisation. Le décret. En fait, ce décret explique quoi? Hein, c'est indigenisation, ça vient d'indigène. En fait, c'est pas péjoratif. Hein. En fait, c'est un décret de, c'est qu'on peut appeler un décret de nationalisation, hein, des multinationales. Que stipule ce décret? Ce décret dit très bien, lorsque vous êtes une multinationale qui veut s'établir au Nigeria, vous concédez 40% de vos parts aux nationaux. Ça, il ne discute avec personne. Vous n'êtes pas content, vous dégagez. Et vous allez voir au Nigeria, les grandes firmes, les Gucci être représentés, les Nike être représentés, être représentés au Nigeria. Ils ont concédé 40% aux nationaux. Donc les Nigériens sont tellement fiers. Vous avez les géants de l'économie là-bas, les Aliko Dangote, les Tony Aliko Dangote que vous connaissez, hein, la plupart. Les Tony, le responsable, le président de la banque UBA. Les Femi Otodola, qui sont des grands puissants du marché pétrolier là-bas. Ils sont plusieurs. On recense des hommes d'affaires et des industriels. C'est des gars qui sont tellement fiers de leur système qu'ils ont véritablement une influence dans les décisions stratégiques et économiques de leur pays. Et la monnaie, ils ne pourront jamais accepter que leur monnaie soit extravertie pour le compte d'une grande puissance. Et c'est du protectionnisme économique, patriotique. Ils sont tellement fiers d'eux. Donc Boeri ne peut pas prendre une décision souverainiste sans toutefois avoir l'approbation de ces lobbyistes et de ces grands hommes qui ont une fierté sur le plan national, qui décident des orientations politiques, sinon il sera considéré de haute trahison et sera traduit. Parce qu'il ne discute pas avec cette question. Maintenant, alors, puisqu'on ne peut pas toucher les questions de souveraineté, parce que c'est impossible, la France y a essayé, elle a vu, elle s'est fracassée le nez. Et la France ne discute pas avec le Nigeria comme elle discute avec le Cameroun, jamais. Parce que les hommes qui sont à la tête de ce pays ont la légitimité populaire. Ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un hop-dop, comme ça se passe au Cameroun. Au Cameroun, il faut encaisser cette imposture. Et maintenant, celui qui est nommé, hein, qui a violé le vote, qui a volé le vote des électeurs, la puissance étrangère, la France, c'est très bien le mécanisme pour qu'il arrive à la tête. Et ils ont des documents par rapport à ça, où ils peuvent compromettre ceux qui gèrent.
C'est pour ça que moi j'aime bien dire, on ne peut pas s'attaquer aux questions de souveraineté lorsqu'on n'a pas la légitimité populaire. Et Paul Biya ne pourra jamais, je dis bien jamais, s'il était encore vivant d'ailleurs, il ne pourra jamais s'attaquer aux questions de souveraineté. Parce qu'il sait que le jour où il va s'attaquer, il a 48 heures. La France va les jeter. Ça, il faut comprendre ces choses. Mais pourquoi la France donc sollicite le Nigeria? Le Nigeria qui est une puissance, non seulement militaire, mais économique, dans la sous-région, qui peut développer un véritable marché sous-régional, continental, que ce soit l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, sans avoir à demander de l'aide de l'extérieur. Ils sont conscients de ça. Qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit vite négocier avec le Nigeria. Et je vous ai dit, même comme nous venons de parler de la fierté du Nigeria, ça n'enlève en rien des hommes pervertis, corrompus autour de cette société nigérienne. Donc ce qui se passe donc, le Niger est confronté à un problème. Pour sa politique militaire de défense contre la nébuleuse Boko Haram, qu'est-ce qui se passe? Il demande tranquillement de l'assistance militaire américaine. Les États-Unis ont un amendement qui dit très clair, qui est clair. On ne peut pas soutenir militairement un pays lorsque les questions de droits de l'homme ne sont pas respectées. Et les États-Unis répondent à Bouhari disant, parce que quand Bouhari prend le pouvoir, il estime qu'il faut vite négocier avec les États-Unis pour éradiquer cette nébuleuse, avoir toute la logistique. Mais les États-Unis, donc, ayant dans le rapport sur les questions de droits de l'homme au niveau du Nigeria, rétorquent aux Nigériens en leur disant, même si je ne suis pas très d'accord de la réaction des États-Unis, parce que j'estime qu'il y a un petit banditisme derrière. Mais c'est la vision des États-Unis, c'est leur politique, tant mieux. Les États-Unis donc estiment qu'au nom des questions de la violation des droits de l'homme, ils ne peuvent pas aider militairement les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Le spécialiste, le bras armé de la France-Afrique, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères français, dont je m'éterne de prononcer le nom, vous le savez, vous le connaissez très bien. Je tiens à vous rappeler que ce monsieur, avant d'être ministre des Affaires étrangères, était ministre de la Défense. Dans les rapports des députés français qui estiment que sous sous la tutelle de ce ministre des Affaires étrangères, je ne peux pas évoquer le nom, ça me donne des démangeaisons, excusez-moi, mais vous connaissez, que ce ministre, il était ministre de la Défense. Il est là, il connaît. C'est pour ça qu'il connaît toute la mafia. Et c'est les postes stratégiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas il ne peut pas quitter. Il a toujours des postes qui lui donnent une priorité ou bien une proximité avec les potentats africains. Ce type d'homme ministre de la Défense, on vous explique que c'est quand il fut ministre de la Défense que la France a vendu l'armement. Incroyable. C'est des documents que vous pouvez vérifier. C'est eux-mêmes, les Français, qui le disent. Qu'ils n'ont jamais vu un tel espoir. Que c'est pas, tandis que ce monsieur était ministre de la Défense, ici en France, qu'on n'a jamais vu le record de vente d'armement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Nigeria décide donc tranquillement, comme les États-Unis refusent de nous apporter cette aide, il faut donc se ranger derrière la France. Il y a donc un deal. C'est documenté ce que je vous raconte. Vous pouvez vérifier par après. Je ne raconte pas n'importe quoi. Il y a donc un deal qui est organisé. Ce ministre, parce que c'est lui le malheur de tout ce qui se passe. Mais heureusement que le peuple camerounais est en train de le mettre en difficulté. Vous avez vu, lors de son interrogatoire, l'embarras et la difficulté de se prononcer. Ça commence à venir.
C'est ça la détermination aussi d'un peuple. Les choses avancent quand on est déterminé. Ce ministre Koudon, il y a donc des accords militaires et de défense qui sont signés, vite fait. Ils disent, ok, nous allons vous apporter une aide, une assistance, etc. sur le plan militaire, comme les autres ne veulent pas le faire. Nous allons avancer. Mais maintenant, votre influence en tant que puissance, sur le plan économique, etc., nous voulions juste que vous vous gardez, vous vous retenez pour le banditisme que nous allons organiser dans la sous-région. Parce que les autres, nous n'allons jamais permettre qu'ils aient une tendance de vérité. Donc vous allez devoir nous aider dans cette démarche-là. Et vous avez donc des expressions des oppositions qui estiment qu'il faut changer le cap. Maintenant, le Nigeria ne doit pas servir de base arrière pour permettre que certaines vérités sécessionnistes puissent prendre le jour à partir du Nigeria. Donc vous devez nous aider parce que nous avons un de nos potentats africains qui est embarrassé, qui est en difficulté. Donc il y a une triangularisation qui se fait entre le Nigeria, le Cameroun et la France. Un deal est donc organisé. Parce que Paul Biya, celui qui ne se déplaçait jamais, qui n'aime pas trop se déplacer, lui préfère se retrouver en Suisse que d'aller visiter ses pères. Mais vous avez vu qu'il y a de cela quelques années, Paul Biya s'est subitement rendu au Nigeria. Nous ne savons sur quelle question, alors que ce monsieur n'a jamais considéré le Nigeria. Surtout qu'il est méprisant de ses compères dans la sous-région. Ça, c'est encore un autre fait qu'on peut bien vous expliquer. C'est très bien documenté par la façon dont il évolue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est qui ça? Non, je ne veux pas que ça me pète beaucoup de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Tranquillement. Dans le deal, vous avez donc un potentat africain qui est en difficulté, Paul Biya. Et que vous aviez dans le sud-ouest, le pétrole qui est là-bas profite d'abord à la société Total, société française. Donc, il faut urgemment sauver le soldat Paul Biya. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que, du fait historique, il y avait des accords secrets entre les sécessionnistes et l'État du Nigeria qui n'ont jamais aidé les Biafrais, qui veulent aussi, qui veulent leur autonomie, qui bataillent pour ça, mais n'arrivent pas à... Parce qu'ils n'ont jamais pu avoir la caution de nos frères de la sous-région du sud-ouest et du nord-ouest de donner leur contrée ou bien leur forêt comme base arrière pour déstabiliser l'État du Nigeria. C'est documenté. Il y a beaucoup de traîtrises où on a liquidé beaucoup de leaders biafrais à l'État du Nigeria. En fonction donc de ces accords secrets, le Nigeria ne devait donc pas embarrasser les sécessionnistes qui, lorsqu'ils devaient attaquer, pouvaient aussi se replier directement au Nigeria à avoir la protection. C'est des questions stratégiques politiques un peu très bizarres. C'est en fonction des intérêts que chacun oriente sa politique. Donc, puisque le cas du Nigeria, le Nigeria n'a jamais voulu. Et vous savez que Biafra, lorsqu'on avait demandé à Ahidjo, les Français avaient demandé à Ahidjo de donner comme base arrière, Ahidjo a refusé. Bongo avait accepté de donner son pays comme base arrière. Depuis lors, la France ne s'est plus aventurée. Oh, parce que sur Ahidjo, la France avait exigé d'Ahidjo de donner. Ahidjo a dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas utiliser mon pays pour déstabiliser l'autre camp. Or, les Français soutenaient les Biafrais dans leur politique. Et les sécessionnistes, qui sont en désaccord avec la politique de la France, n'ont jamais apporté un moindre soutien aux revendications des Biafrais parce qu'ils savent très bien que les Biafrais étaient soutenus par la France parce que la France voulait le pétrole de là. Et bien, c'est pour ça qu'ils ont, par élan patriotique, soutenu l'État du Nigeria. Et Goum a fait mordre la poussière, le général Goum, à la France au Nigeria, sur le plan militaire. Donc, dans ce deal, donc, aujourd'hui,
les sécessionneurs, les ambazoniens estiment que ils veulent leur autodétermination, qui est très urgente. Et dans ces garanties, au nom des accords secrets, ils savent qu'ils ne pourront pas être embarrassés, même si le Nigeria ne soutient pas directement. Mais le Nigeria va fermer les yeux sur les opérations d'organisation, de formation, etc., dans sa contrée, etc., pour ne pas mettre en difficulté, parce qu'ils savent très bien, par le passé, ce que les ambazoniens ont toujours fait pour l'État du Nigeria, pour les aider, afin que Biafra ne s'auto-détermine point. Parce que Biafra, je tiens à vous rappeler que c'était l'instrumentalisation de la France. Mais les ambazoniens ont refusé de soutenir les Biafrais parce qu'ils estimaient que c'était une puissance étrangère qui voulait déstabiliser l'État du Nigeria. Et ils n'ont jamais accepté ça. C'est pour ça qu'ils ont apporté leur soutien à l'État central du Nigeria. Et Gowon a fait mordre la poussière à la France. Mais dans ce deal, qu'est-ce qui se passe? Quand donc les vérités indépendantistes de nos frères anglophones se prononcent davantage, où ils estiment qu'il faut finalement se défaire du Cameroun, la seule garantie qu'ils ont, parce qu'ils ont plus de proximité avec le Nigeria, de par la linguistique, et même sur le plan anthropologique et sociologique, ils ont une proximité avec ce peuple-là. Donc, celui qui s'est donc revendiqué leader ambazonien, estime très bien que pour il va le faire au Nigeria pour permettre à certains leaders qui n'ont pas la possibilité de se rendre aux États-Unis d'être tous ensemble et des partenaires et expliquer la vision des ambazoniens. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'approbation des généraux nigériens qui le rassurent, même des ministres, des hautes personnalités politiques, qu'il n'y a pas de souci qui peut venir. Les renseignements camerounais et français étant informés d'une descente de Ayou Tabé au Nigeria, qu'est-ce qu'ils font? Au nom donc de leur accord de défense, au nom de certains intérêts géopolitiques, la France crée une médiation. On vient, on utilise, parce que Boyeri, contrairement à ce qu'il a fait croire aux gens, tant que général, il n'a pas de personnalité. On explique dans Boyeri que non, ce garçon veut déstabiliser le pays, voilà. Et comme Boyeri estime que livrer Ayou Tabé n'est pas une question de souveraineté, il ne peut pas être embarrassé par rapport à ça, parce que c'est un Camerounais. Et lui, il explique aux Nigériens que lui le fait dans le but de laisser éclater la justice et que les Camerounais puissent se réconcilier entre eux. Et pour tous ceux qui sont dans une vision panafricaniste, on ne voudra jamais accepter le saucissonnement de nos États. On peut être très d'accord pour cette démarche, tel qu'il a expliqué. Mais ce qu'on oublie de dire aux Africains, c'est que ça participait d'un deal où il fallait liquider Ayou Tabé. Maintenant, tout ce que Boyeri demande à Paul Biya demande, je veux juste que son intégrité physique soit préservée. Parce que pour Paul Biya, quand vous osez balader les raisons de votre lumière dans son obscurité sacrée de sa politique, il doit vous liquider. C'est comme ça qu'il a fonctionné, pour se maintenir jusqu'à 38 ans. Ce n'est pas nouveau. S'il a tué femme, il ne peut pas s'abstenir de liquider tous ces... Même Kamto, ils ont essayé, mais par la force des choses et de la providence qui a démontré que c'est tard, ça ne peut plus évoluer comme ça. Les forces ont changé. Sinon, Kamto serait liquidé aujourd'hui. C'est ça pour bien. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans ce deal? Puisque ce n'est pas une question de souveraineté, Boyeri avec son deal, avec la proximité de Macron qui est passé par le Nigeria, il y a une influence. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a une corruption de l'établissement nigérien, où on donne l'argent à certains généraux à plusieurs. Parce que le Nigeria est aussi gangréné par la corruption. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, en tout cas, ce sont des Camerounais entre eux, ce n'est pas une histoire du Nigeria. Dis donc, ça leur regarde, on va le liquider. Ayou Tabé, ignorant les informations géopolitiques et le contexte nigérien, étant nagué par l'assurance de certains caciques de ce régime-là,
Le gars descend tranquillement alors que c'est son arrestation qui est organisée. On observe un pompilatisme de Boiry qui liquide tranquillement notre compatriote à Paul Biya. Pourquoi? Parce que ce que Ayouta me pose, il s'attaque indirectement ou bien directement aux intérêts de la France. Quand il demande d'avoir leur État, c'est qu'il est en train de dire directement que la France ne va plus exploiter le pétrole qui se trouve dans le sud-ouest. Donc la France est obligée d'utiliser sa diplomatie, d'aider Paul Biya pour qu'on puisse balayer de l'espace politique Ayouta B. Et c'est ce qui s'est passé. Le gars a liquidé tranquillement Boiry. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas une question qui révèle de la souveraineté du Nigeria, c'est une histoire des Camerounais entre eux, j'estime qu'ils vont s'expliquer, mais on a corrompu toute la classe politique, du président jusqu'aux généraux, jusqu'à certains caciques, ils ont liquidé Ayouta B. Et aujourd'hui, la diplomatie française et nigérienne s'entendent tellement bien sur certaines opérations. Ils estiment que Boiry, dans la sous-région, est un partenaire sûr. Parce que néanmoins, si Boiry n'accepte pas que la France l'inféode, mais au moins, il faut contrôler Boiry. Il faut empêcher Boiry d'exercer une influence sur le précaré français. Et quand je parle du précaré français, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Dans le Nigeria, si le Nigeria décide, elle peut aider beaucoup de pays dans la sous-région d'atteindre leur autonomie, leur souveraineté. Vous avez le Bénin, du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui a une frontière avec le Nigeria. Vous avez le Cameroun pour le cas de l'Afrique, le Tchad pour le cas de l'Afrique centrale. Ça peut être une zone d'influence. Donc c'est pour ça qu'il faut bloquer, il faut contrôler le Nigeria. Donc, par cette politique de neutralisation entre le Nigeria et la France, parce que Boiry le garantit, on a donc intérêt d'avoir Boiry, parce que Boiry ne va jamais s'orienter dans une politique souverainiste pour les autres États. Il sera plus concentré dans l'État du Nigeria. Et Boiry est prêt à coopérer avec les potentats africains dans nos États pour garder cet état de désolation de nos contrées. Donc c'est pour ça que quand vous observez la contestation nigérienne, vous n'allez pas voir la condamnation ferme des hommes politiques françaises. Des hommes politiques français. Mais par contre, quand vous voyez l'Angleterre, les États-Unis, parce qu'ils estiment que Boiry n'a pas l'épaisseur, le leadership pour implémenter une vision, une véritable réelle politique d'encadrement des populations et même de la sous-région. C'est pour ça qu'ils apportent directement leur soutien au Niger. Et l'Amérique sait très bien, en apportant le soutien au peuple, parce qu'aujourd'hui, la question n'est plus SARS, n'est plus la fin de la brutalité policière. Les artistes sont encore montés au créneau, ils ont avancé d'un pas. Aujourd'hui, ils appellent à la démission de Boiry. Parce qu'ils estiment que c'est un leadership nonchalant. Un leadership qui ne s'attaque pas aux véritables questions de développement, d'épanouissement des peuples. Et pour le Nigeria, pour les États-Unis, ça devient donc très intéressant parce que ça permet de redéfinir la carte géopolitique sous-régionale. Et l'émergence d'un nouveau leadership peut faire avancer les choses. Parce que si Boiry tombe, l'effet immédiat
c'est l'appropriation du combat des Nigériens par les autres pays limitrophes, direct. Et vous avez vu, ça n'a pas tardé. Lorsque les artistes nigériens sont montés au créneau, tous les artistes, même si ça avait un peu regretté le retard, beaucoup d'artistes se démarquent déjà. Mais il a fallu l'exemple du Nigeria. Et aujourd'hui, ils ont peur de ça. Et Boyeri est dans un temps de fermeté. Les populations nigériennes maintenant subissent une répression brutale. Parce que Boyeri estime que c'est le renversement de son régime. Et ce qu'il oublie, c'est que l'expression de cette brutalité ne pourra point contenir les Nigériens. Elle va de plus en plus cristalliser les frustrations et organiser le départ de M. Boyeri. Donc, sur le contexte camerounais, il faut le saluer. Parce que ce que vous ignorez, il y a des accords secret défense entre le Cameroun et le Nigeria qui viennent encore de discuter récemment. Mutuel entre ces États. Il y a un banditisme. Et ça, c'est sous la houlette de Boyeri qui permet cette ouverture. Donc le débat de Boyeri aurait un effet direct, même indirect, sur les Camerounais. Qu'on le veut ou pas. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Donc, peuple, ne tombez pas dans le piège. Aussi conscient de la dangerosité et de la capacité de nuisance de la France dans nos contrées. Lorsque vous aviez certains pays, il faut analyser de manière profonde parce que chaque pays a une spécificité. Et le cas du Nigeria, c'est le même cas. Dans le contexte actuel, la France n'a pas intérêt que le Nigeria, le leadership, l'établissement actuel du Nigeria puisse basculer. Elle n'a pas intérêt. Parce que sur la question de la monnaie, je vous l'ai dit tantôt, même si on allait, même si Boyeri était réticent, ou bien il voulait le faire, même si Boyeri voulait faire accepter la nouvelle monnaie, c'est vrai pour le Nigeria comme le Ghana. Même s'ils veulent aider, faire un business politique, ils ne peuvent pas parce que les questions de souveraineté ne dépendent pas de l'approbation ou bien de l'appréciation du président. Ça devient des questions sensibles. Il y a beaucoup qui décident. Donc du coup, la France est consciente de ça. Et le refus de cette histoire ne demande pas de... C'est les hommes d'affaires et les industriels nigériens. Et certains spécialistes, certains économistes qui ont démontré que l'acceptation d'une telle monnaie est l'éclatement et le saucissement du Nigeria. Il s'est retenu. Donc la France est consciente. Même si on met un autre président, même s'il est voyou, même s'il est un ami de la France, il ne peut pas s'attaquer sur ces questions. Il y a des questions sur lesquelles on ne parle pas. On ne discute pas. C'est pour ça que vous allez même en France. Vous allez voir les présidents lorsqu'ils veulent être candidats. Ils vous disent tout le temps, je vais observer la rupture. La France-Afrique, je vais finir. Mais quand ils arrivent, les réalités, des indiscrétions, nous disent qu'il y a certains présidents qui veulent redéfinir la politique française avec l'Afrique, même Macron. Mais comme ça ne dépend pas de nous, parce qu'il y a un système qui lui dit que la politique de la France en Afrique, c'est une question liée à la souveraineté française. Donc tu peux pas aller à l'encontre. Aller à l'encontre, c'est un coup d'État contre l'État camerounais, l'État français. Donc le gars est obligé de vous narguer avec le discours. Donc au Nigeria, au Ghana, mettez n'importe qui comme président. Il ne pourra jamais
accepter cette monnaie. Parce que ça ne dépend pas de lui. Ces sociétés ont été organisées ainsi. Les questions de souveraineté se discutent autrement. Ce n'est pas l'approbation du président. Et ça, ce sont les États forts. Parce qu'ils ont une vision dessinée. Et le Nigeria n'est pas prêt à se compromettre, à livrer leur fierté à une puissance extérieure quelconque. Mais or, la situation actuelle dans nos contrées, pourquoi la crise amazonienne perdure? Les Amazoniens ont tout, hein? Ils ont tout la logistique. Le seul truc qui manque aux Amazoniens, c'est la base arrière. Et c'est là où la diplomatie française a aidé le Cameroun. Parce que le Nigeria avait un contentieux avec le Cameroun. Lorsque le Nigeria voulait pourchasser Boko Haram au Cameroun, Paul lui avait dit non. Et les Nigériens n'ont jamais oublié ça. Donc il a fallu l'intervention de la France au nom des intérêts français dans le sud-ouest, le pétrole, que la France était obligée de dire au Nigeria, pardon, gars, sauve-nous le petit con là. Boiri a appelé les autres caciques, on fait comment? S'il y a liquide, nous on passe. Parce que le Nigeria, c'est ça, la corruption, c'est gangréné. Et les gars sont dit donc, c'est la souveraineté. On prend le business, on liquide. Ils ont trahi. Or, si les anglophones avaient la base arrière, je suis désolé de le dire, je ne me moque pas de nos compatriotes, de nos forces armées. Ah ça, déjà ils n'ont pas de base arrière. Ils arrivent à maintenir une guerre depuis plus de 4 ans. Donc c'est un échec. Pobia doit comprendre, son régime, ils doivent comprendre que l'issue c'est le dialogue. Et dans le dialogue, c'est votre départ. Donc s'ils avaient dans ces bases arrière, mais vous êtes liquidés, vous êtes finis. Donc la France n'a pas intérêt de soutenir le régime en place, de soutenir les contestations. Parce qu'elle ne sait pas très bien, elle n'a pas une lisibilité pour ce qui viendra. Est-ce que si on renverse Boiri, celui qui reviendra pourra continuer dans cette politique de protection des potentats de la sous-région? Parce qu'au nom du terrorisme, du combat contre le terrorisme, ils ont des accords secrets. Entre le Tchad, le Nigeria, etc., le Bénin, tout, ils ont des accords. Et le boss, la France, est derrière pour organiser ça. C'est le business. Et c'est ça les États. Il y a des points de divergence, c'est des points qu'on estime très sensibles, mais il y a d'autres points où on peut avoir des politiques de convergence. Et pour le cas de la stratégie de défense militaire, il y a une convergence. Parce que le Niger tire sa part de gain. Le Niger estime que, en soutenant le régime Paul Biya, en l'aidant, le régime Paul Biya aussi ne va pas aider les sécessionnistes biafrais. Il y a un jeu. Et la France aussi a lâché les biafrais. Voilà le deal. Donc c'est cette précision qui était importante. Il fallait le faire. Il fallait préciser ça. Le contexte géopolitique de la sous-région. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, que l'effet que ça, directement, l'effet direct, c'est que les artistes nigériens nous ont aidés à susciter. Maintenant, ce que les gens oublient, pour le cas du Cameroun, c'est qu'en fait, lorsque les artistes se lèvent, qu'est-ce qu'on a démantelé directement? L'effet que les artistes commencent à s'indigner. Parce que je tiens à vous rappeler que les artistes aujourd'hui ne se positionnent pas dans le champ politique. Ils utilisent l'humanité, l'humanisme. En fait, qu'est-ce que les artistes camerounais estiment? Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils ne s'investissent pas dans le champ politique. Je peux comprendre la prudence de certains. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Même si nous on sait que c'est des questions politiques dans le fond, on sait que c'est les politiques qui doivent résoudre ça. Qu'est-ce que les artistes font maintenant pour le cas du Cameroun? Ils s'orientent sur une question d'humanité.
Ils disent, on ne peut plus continuer de vivre, de faire l'indifférence face aux morts dans le sud-ouest et le nord-ouest. Les gars surfent maintenant. Et qu'est-ce que ça fait? Effet immédiat. Ça mobilise, ça fédère davantage les voix des artistes qui, la plupart, appartiennent à des groupes ethniques. Du coup, lorsque chacun vient s'exprimer au nom de l'humanité, on détruit. Donc il y a une conséquence directe. Le tribalisme d'État disparaît. C'est ce qu'il faut expliquer. Voilà la conséquence directe. C'est pour ça que frère, quand un artiste même s'il est venu tard, quand il dit un crisis, un anglophone crisis, il faut saluer. Parce que ça participe indirectement à détruire le tribalisme d'État. Les artistes commencent à transcender leur foyer tribal. Ils se lèvent au-dessus de l'ethnie, de la tribu, et pensent peuple. Donc directement pensent Cameroun. C'est pour ça que nous sommes tellement optimistes. Nous, on les dit tout le temps à nos adversaires politiques. Chaque jour, chaque seconde qui passe, on assiste à un dépérissement de l'État de Cameroun. Même si ce n'est pas Camto, il y a des événements qui amèneront les Camerounais à se mobiliser, à vous chasser. Vous n'allez pas contenir. Chaque jour. Vous n'allez pas empêcher chaque jour. C'est très important. Elle dit, pourquoi tu aimes faire des manières quand tu parles? C'est mon originalité. C'est le ressort de mes tripes. Et la gestuelle est un mot de communication qui participe à rassurer les auditeurs, les gens qui nous écoutent, et démontrer la véracité et la force de conviction que nous avions. Donc, parler par la gestuelle est un mode d'expression en communication. Donc, on va te renseigner. Donc, je t'invite juste à découvrir la complexité de Stéphane Tchoumou que d'être réducteur à l'endroit de Stéphane Tchoumou. Merci. Donc, la gestuelle, c'est ma marque. Tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Moi, je ne suis pas là pour les followers. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, la mobilisation, cette mobilisation va nous permettre de détruire littéralement le tribalisme d'État. Quand vous voyez Bendeka sortir, c'est un savoir. Hein? C'est vrai que les autres sont sortis. Vous allez voir, du nord, du sud, partout, chacun va commencer à sortir. Donc on aura le Cameroun qui s'exprimera au nom de l'humanité, pas au nom c'est ça. Donc voilà la conséquence directe de la mobilisation de nos artistes. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ça va continuer. Donc on ne vaut pas ce combat. Moi je ne sais pas comment vous vous comportez. Les nous autres, quand on dort, moi,
Moi, quand je dors, ou bien quand je me lève, je ne sais plus comment ils vont partir, comment ils vont tomber. Non. Vous savez ce que je jubile? Moi, quand je me lève, je me vois chaque jour au Cameroun en train de séqueler. Ah, il est haut. Mon commissaire m'a yodé. Aïe, aïe. Moi-même, je vais faire ça. Quand on va prendre les choses là, moi-même, je vais faire ça. Zilmante, aïe, aïe. Et je suis un autre, hein. Je suis un bon ambianceur. Zilmante, aïe, aïe, zilmante, aïe, aïe. Donc nous là, quand on se lève, quand on marche, on se voit seulement en train de jubiler cet événement. C'est ça. Parce que nous sommes plus qu'optimistes. Si tu es là dans tes larmes, on va faire comment? Ça va passer comment? Mouf, tais-toi. Tu ne sais pas. On t'a dit que c'est tout. Hein? On dit tout. On ne dit pas tout. Quand tu seras dehors bientôt, quand il sera dehors, j'aimerais que tu me dises encore. Est-ce que c'est quand c'est mobilisé pour y aller? C'est qu'il y a des choses qui avancent. Et on sait. On sait là où il faut toucher. C'est là. Pour mettre le chaos. Donc ça fait que nous autres, quand ça arrive, quand ces choses arrivent, et qu'on estime, nous on dit c'est la tribulation, c'est ça. Lorsqu'on veut atteindre l'état, lorsqu'on veut, le trophée, quand on veut jubiler d'un trophée, il faut voir le sacrifice derrière. C'est ça qui donne le goût à la victoire. Donc nous autres, quand on voit ces choses-là, on dit non, ces tribulations-là, ça participe seulement à l'enfoncement de ce régime et la concrétisation de notre victoire. C'est pour ça que nous sommes plus que optimistes, heureux. Donc nous autres, quand on se lève, on chante seulement tout le temps. Zilmante, aïe, aïe, zilmante, aïe. Mon commissaire m'a yolé. Aïe, zilmante, aïe. Martin Bangangere, le père de la police. Aïe, zilmante, aïe, aïe. Donc nous on va taper ça. On va taper ça. Version revue et corrigée. Parce que ce qu'ils font, c'est rien. Nous, on va faire version revue pour le peuple. Pas pour un homme. Pour le peuple. On va jubiler, on va danser. Zilmante, aïe, aïe, zilmante, aïe, aïe. C'est ça. C'est ce Cameroun que je veux. Soyez donc fiers de participer à cette mouvance, de vous mettre à fond. Parce que tous, nous sommes les champions pour la libération de ce pays. Donc, sens-toi heureux parce que l'histoire retiendra ton nom. Tu as aidé, tu as participé pour que la multitude soit libérée. C'est rien. Ils gesticulent, ils moussent, ils paniquent, ils se justifient chaque jour. Ils savent très bien qu'ils vont partir. Et nous, ce qu'on fait, c'est de renverser chaque jour les piliers. Et ça tombe. Ça tombe. Personne ne peut nous reculer. Dis donc, portez-vous bien. Je voulais juste te préciser. Astrid, j'espère que tu as écouté. Hein? Tu as suivi. Voilà. J'espère que tu ne vas plus être embarrassé. Parce que nous, notre prière, que personne ne vous trouble. Que personne ne vous décourage. Quand c'est difficile, interpellez-nous. Nous, on a la chance d'être à proximité de certaines informations sensibles. Je peux me réjouir parce que nous sommes de ceux qui pouvons vous donner des informations sûres et dures. Hein? Mais on ne verse pas tout sur la toile. Mais les choses avancent tranquille. Zilmante, aïe, aïe, zilmante, aïe, aïe. Je vous adore. Portez-vous bien et bon week-end à vous. Votre voyou Stéphane Djoumou.